Il y a près d'un siècle, une poignée d'explorateurs découvre un vaste ensemble mégalithique au cœur de l'Éthiopie. Plus d'une dizaine de milliers de stèles, à la forme non équivoque, parsèment les contreforts de la vallée du Rift. Ces imposants phallus de pierre peuvent mesurer jusqu'à 8 mètres de haut et peser plusieurs tonnes. Mais nul ne sait quel peuple, quelle civilisation a érigé cette armée de monolithes. De quand datent-ils? Quelle était leur fonction? D'où proviennent-ils? Mystère. Peu d'Occidentaux les connaissent, hormis quelques chercheurs, français pour la plupart. Depuis plusieurs décennies, ils tentent de percer les secrets de ce patrimoine exceptionnel, abandonné en l'état par un peuple inconnu. Pour la première fois, une importante équipe composée d'archéologues, anthropologues, géologues et autres spécialistes se rend sur le terrain pour une campagne de recherche. Allez, hop, 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 attention. L'objectif, mener simultanément plusieurs fouilles archéologiques pour débusquer des indices sur l'origine et l'usage des stèles phalliques. Cette campagne va plonger les scientifiques au cœur de l'histoire éthiopienne et de sa longue tradition de pierres dressées. Au sud du pays, des hommes érigent encore des monolithes pour honorer leurs morts. Tandis qu'au nord, les plus grands mégalithes du monde ont été élevés il y a plus de 20 siècles. Où situer les stèles phalliques dans cette longue chronologie? La réponse se trouve sans doute au pied des stèles. Janvier 2018. De retour sur les pistes défoncées du sud de l'Éthiopie, l'anthropologue Jean-Paul Cros et l'archéologue Roger Joussaume tiennent à reprendre un vaste projet qui leur tient à cœur. Dater les plus anciens sites à stèles phalliques et tenter d'en comprendre la signification symbolique. Pour cela, ils se rendent aux limites du pays Guédéo, à 400 km au sud d'Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. 25 ans auparavant, les deux scientifiques se sont lancés dans une série de campagnes de fouilles sur l'ensemble de stèles du promontoire de Tutofela. C'est pas mal, hein? Oui, mais écoute, je suis agréablement surpris de voir le site dans cet état-là. Tout à fait. Tutofela possède une particularité qui a attiré l'attention des archéologues. Il est couvert de centaines de stèles phalliques, mais nombre d'entre elles ont été retravaillées jusqu'à prendre figure humaine. T'as des vrais anthropomorphes par là? Oui. Une des plus belles, c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Oh, voilà! Roger Joussaume et Jean-Paul Cros ont déjà mené 5 campagnes de fouilles à Tutofela. Les villageois ont à chaque fois participé activement au chantier. Les retrouvailles sont donc chaleureuses. Arrête de me faire pleurer, arrête. The Big Chief. The Big Chief. C'est le propriétaire des terres. Oui, oui. Dempsey. Dempsey. Anto Dempsey. Your wife, the children, all is good? Ouais, ok. Comme le veut la tradition, les voyageurs sont accueillis par la cérémonie du café. Invités par Dempsey, le propriétaire du site, Roger Joussaume et Jean-Paul Cros doivent boire les 3 tasses offertes sous peine de malédiction. Il est bon, hein? Oh, c'était vrai. Formidable. Pour Roger, cela évoque des souvenirs heureux. Tout jeune archéologue, il est venu en Éthiopie pour la première fois en 1970. Le mégalithisme, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé depuis très longtemps. Je crois que j'avais 17-18 ans quand je me suis véritablement plongé dans l'étude de ce type de pierre dressée. Et puis moi, un jour, il s'est trouvé que quelqu'un a parlé de ma possibilité de travailler sur le mégalithisme de l'Éthiopie. Et ce qui m'intéressait tout particulièrement, c'est qu'il y avait là, dans ces régions-là, des monuments mégalithiques qui caractérisent le mégalithisme tel qu'on le conçoit en Europe.
Notre vieux continent abrite lui aussi de grands ensembles de pierres dressées. Les plus connus sont bien sûr le monumental cercle de pierre de Stonehenge en Grande-Bretagne, ou encore les alignements de menhirs de Karnak sur la façade atlantique française. Ce mégalithisme européen est daté de la période dite du Néolithique, soit plusieurs millénaires avant notre ère. En est-il de même pour les monolithes du sud éthiopien? C'est ce que quelques spécialistes tentent de savoir depuis des décennies. Le premier Européen à faire état de ces milliers de stèles est le père François Azaïs, en 1925. Passionné d'archéologie, ce moine capucin en fait un début d'inventaire, puis effectue plusieurs années de recherche en pays guédéo. Il a l'intuition que ces ensembles sont des monuments funéraires, mais les sondages effectués apportent peu de résultats. Quelques années plus tard, une mission allemande mène une campagne de fouilles sous les stèles de Tutoffela. Elle met toujours quelques ossements, laissant à penser que le monticule de pierre abrite des sépultures. Les fouilles effectuées par Roger Jousseaume et Jean-Paul Cros dans les années 90 viennent confirmer cette hypothèse. Les stèles de Tutoffela reposent sur un tumulus, un amas de terre et de pierre abritant une nécropole. Le site renferme même en réalité plusieurs cimetières superposés. À chaque fois qu'une personne décédée, une personne d'importance, je suppose, car tout le monde ne semble pas avoir eu droit à ce type de tombe, on devait élever une stèle sur sa tombe. Et c'est ainsi que peu à peu, on a eu une agrégation de toutes ces tombes. Mais la fouille nous a permis de voir que sous cette masse de pierre existe un autre cimetière. À ce moment-là, on a compris que ce cimetière supérieur se superposait à un cimetière plus ancien qui était avec des tombes d'un type tout à fait différent. Puisque là, les gens, ils ont creusé le sol, ils ont fait des puits, pas très profonds, 1 mètre, 1,50 m à peu près, et sur le côté du puits, en bas, ils ont creusé une cellule latérale. On les appelait les sépultures en chaussettes, parce que quand on fait une coupe, ça donne la forme d'une chaussette. Et dans ces tombes-là, contrairement au niveau supérieur du cimetière, où il y a des fois plusieurs individus dans la même tombe, là, on a toujours un seul individu, dans cette chaussette en bas, toujours couché sur le côté, et dans un état de conservation absolument lamentable. On avait des fantômes de squelettes. À 10 heures de piste au nord de Tutoffela, Addis Abeba. La métropole éthiopienne déploie une modernité qui contraste avec la rusticité du pays guédéo. Roger et Jean-Paul se rendent au musée national. Il abrite le squelette presque complet de Lucie, la plus célèbre de nos lointains ancêtres. Mais c'est aussi dans les sous-sols de ce musée que dorment les collections provenant des fouilles menées sur les sites à stèles. Les deux archéologues sont ici pour sélectionner quelques vestiges humains en provenance de Tutoffela et qui n'ont toujours pas été datés. T'as vu, il y a pas mal de choses. Oui, mais tout ce qui vient des fouilles françaises. Tia, Shelba. Et normalement, dans cette caisse, il pourrait y avoir Tutoffela. Attends, regardez. Oh, on peut si c'est... Ah ben voilà. Tutoffela. Voilà. Merci, Roger. Lors des différentes campagnes à Tutoffela, 54 tombes du niveau supérieur furent fouillées, ainsi que 19 tombes en chaussettes. De ces sépultures, 86 squelettes ont été dégagés et rapportés au musée. Ça, en principe, c'est H4. Hein. Malheureusement, l'acidité des sols a dégradé les ossements, leur retirant toute matière organique. Il y a 25 ans, aucune méthode scientifique ne permettait donc de les dater. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Jean-Paul Cros souhaite faire subir de nouvelles analyses à plusieurs échantillons. À ce jour, l'état des squelettes ne peut donner que des indications concernant leur âge. Ce crâne est particulièrement intéressant parce que, au niveau du maxillaire, la troisième molaire vient juste de sortir, elle est toute neuve.
Et en bas, ben, elle n'est pas encore sortie. On n'a que la première et la deuxième molaire, des deux côtés. Donc c'est un individu jeune. Hein. Il a autour de 20 ans, quoi, hein, je dirais. Hein. Avec des dents peu usées, hein, globalement. En l'absence d'ossements datables, les archéologues ont malgré tout récolté de précieux indices quant à la période d'utilisation du site. Ce qui a permis de dater assez précisément les stèles, c'est le fait qu'il y avait des ossements à leurs pieds et qu'il y avait quelques charbons de bois qui étaient mêlés et donc qui ont pu permettre des datations carbone 14. Mais pour les tombes qui étaient au-dessous, c'est-à-dire les tombes en chaussettes, une de ces tombes était fermée par une planche. Et nous avons donc pu récupérer une quantité de bois suffisante pour obtenir une datation précise. Ce cimetière est daté entre 1050 et 1250 à peu près, donc après notre ère. Hein. Et au-dessus de ce cimetière à sépulture en chaussettes, le deuxième est daté entre le XIIIe et le XVe siècle après notre ère. Il a pu se passer 100 ans, 200 ans, avant qu'une autre population vienne s'installer sur ce cimetière de tombes à chaussettes qui était uniquement marqué par des stèles phalliques. On a bien l'impression donc qu'il y a trois moments, vraiment. Le moment des stèles phalliques seules, le moment des stèles phalliques dans les tombes en chaussettes et le moment des stèles phalliques réutilisées elles aussi, mais en les réaménageant et qui appartiennent, elles, au tumulus. La transformation des phallus de pierre en silhouette humaine apparaîtrait vers le XIIIe ou XIVe siècle. Selon les chercheurs, cela pourrait correspondre à l'arrivée du christianisme ou de l'islam dans la région. Mais que s'est-il passé avant? Les premières stèles phalliques, puis celles associées à des fins funéraires, sont-elles l'œuvre d'un peuple différent ou du même qui aurait simplement changé de pratique? Anthropologiquement, on ne peut pas dire que ce sont les mêmes populations ou des populations différentes. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que à Toutofela, le cimetière inférieur de tombe en chaussettes, les stèles qui marquent, ce sont uniquement des stèles phalliques bouchardées, donc bouchardées à la pierre, travaillées à la pierre, et le niveau supérieur des stèles anthropomorphes, ces stèles sont travaillées à l'outil métallique. Donc on a l'impression que c'est une région où peut-être le métal n'apparaît que vers le XIIIe siècle ou quelque chose comme ça, ce qui a des dates excessivement récentes, En Afrique, l'usage du métal commence il y a 3000 ans environ. Alors pourquoi les stèles primitives ont-elles été façonnées avec des outils de pierre? Ce mégalithisme du sud de l'Éthiopie aurait-il pris naissance au néolithique, comme en Europe? L'énigme, c'est toujours celle des stèles phalliques pour lesquelles nous n'avons pas de réelle datation. Elles sont antérieures à tout ça, mais de combien? On est encore dans l'expectative. On n'a certainement rien avant le Xe, XIIe siècle, probablement. Rien au niveau funéraire. Parce qu'on a l'impression, quand même, dans 2 ou 3 endroits où on a travaillé, que les stèles phalliques qui ont servi à marquer ces sépultures en chaussettes ont probablement été récupérées à partir de grands monuments cultuels. Donc il faut relancer des programmes de fouilles, absolument. C'est en pays Guédéo que l'équipe va chercher les réponses à ces énigmes. La petite ville de Yirgacheffe est le lieu d'où partent toutes les pistes permettant de sillonner la région. Avant de lancer une nouvelle campagne de fouilles pour étudier les sites à stèles les plus anciens, Roger Joussaume a demandé à l'une de ses anciennes étudiantes de faire un premier repérage. Doctorante en archéologie et vivant en Éthiopie, Anne-Lise Goujon sillonne la région des hauts plateaux qui dominent la vallée du Rift. C'est sur un petit territoire d'à peine 50 km de long sur 30 de large que se trouve la plus grande concentration de monolithes à caractère purement phallique. Anne-Lise doit faire une première sélection parmi plus d'une centaine de sites déjà répertoriés.
Des stèles phalliques, il y en a partout en pays Guédéo. Malheureusement, la plupart sont tombées et parsèment les champs des villageois. Ici, il y a déjà 30 stèles. En contrebas, on en a décompté 30, mais on est loin d'avoir vraiment fait tout le tour. Rien que sur cet emplacement, le père Azaïs avait compté 300 stèles. Voir le cas exceptionnel de Shelbatouti, 1000 stèles. Alors bien sûr, après, on a des sites comme Sakaro-Sodo où elles sont qu'une quarantaine. Mais finalement, de 40 en 20, en 30, en 300... on arrive sans doute à des milliers de stèles. L'Éthiopie est bien le pays des stèles. Nul endroit au monde n'en comporte un si grand nombre, ni de plus imposante. À 1000 km nord de Yirgacheffe, la ville d'Aksum offre un exceptionnel exemple de la tradition mégalithique qui règne dans ce pays. Aksum fut la capitale d'un royaume qui recouvrait la presque totalité de l'Éthiopie entre la fin du 1er millénaire avant Jésus-Christ et le 8e siècle de notre ère. Première ville chrétienne d'Afrique, Aksum a connu une période plus païenne durant laquelle l'élévation de pierres dressées fit fleuresse. C'était il y a près de 30 siècles. Mais l'érection de monuments mégalithiques s'y est prolongée jusqu'à devenir colossale. En attendant les résultats de la quête d'Annelise Goujon, Roger et Jean-Paul se rendent au pied des plus hauts monolithes jamais élevés par les hommes de l'Antiquité. Ont-ils un quelconque rapport avec les milliers de stèles du sud de l'Éthiopie? La stèle d'Aksum est la plus grande pierre dressée au monde, puisqu'elle atteint 33 mètres de long et elle est maintenant brisée, effondrée en plusieurs morceaux. On peut estimer son poids entre 550 et 600 tonnes, quelque chose comme ça. Cette stèle a été dressée probablement dans le 2e siècle après Jésus-Christ. Comment une population qui n'avait pas nos moyens techniques a-t-elle pu transporter et redresser de tels mastodontes pétrifiés? Nul ne le sait vraiment. Mais on connaît maintenant les carrières dont ils ont été extraits. Elles se situent à 6 km d'Aksum, sur les flancs d'une imposante falaise qui domine le paysage. Certaines stèles sont encore dans leur berceau minéral et ont été abandonnées en l'état. Aucun document n'existe sur la façon dont ces monolithes de plusieurs centaines de tonnes ont été déplacés jusqu'à Aksum. Mais pour certains spécialistes, les éléphants de forêt, très présents dans la région il y a encore 2000 ans, auraient très bien pu se charger de cette mission, inconcevable pour des humains. Même si elles ont été contemporaines, les grandes stèles d'Aksum semblent bien trop sophistiquées pour être comparées aux stèles phalliques du sud du pays. Cette stèle fait 24 mètres de haut, c'est-à-dire qu'elle fait presque 10 mètres de moins que la grande stèle effondrée. Elle est tout à fait typique de l'architecture aksumite, toujours avec la même symbolique représentée, c'est-à-dire une porte, une fausse porte bien évidemment, on n'entre pas à l'intérieur, c'est un bloc massif de granit qui représente une tour, puis une série de fenêtres sur plusieurs niveaux jusqu'à atteindre la partie haute du monument. Ces stèles sont plantées en bordure de nécropoles plus anciennes. Certaines, en périphérie de la ville, dateraient même de quelques siècles avant notre ère. Les stèles de ce cimetière appartenaient plutôt à une population de rang moins élevé que les grandes stèles aksumites. Beaucoup ont été fouillés et on sait donc assez bien ce qu'il y a, qui nous rappellent des choses que l'on connaît dans le sud de l'Éthiopie, où le corps est déposé très souvent au pied d'une stèle, voire carrément sous la stèle. C'est un peu la même chose ici. C'est la raison pour laquelle, quelquefois, les chercheurs ont eu tendance à essayer de trouver les origines de ce qu'on connaît au pays Sidamo actuellement, en pays aksumite.
Ce rapprochement hâtif entre les monolithes d'Axum et les milliers de stèles phalliques du sud du pays n'a jamais convaincu les historiens. Les deux ensembles n'ont en commun que le besoin des hommes de marquer leur présence. Un relief très escarpé sépare les deux régions sur plus de 1000 km. Est-ce suffisant pour que les populations du nord de l'Éthiopie soient entrées dans l'histoire à une période où celles du sud n'étaient pas encore sorties du néolithique ? Pour tenter de décrypter l'histoire complexe du mégalithisme éthiopien, les deux archéologues retournent à Yirgacheffe, retrouver leur consoeur Anne-Lise Goujon. Leur périple, qu'ils entament sur les hautes terres du pays Guédéo, doit leur permettre de choisir 2 ou 3 sites parmi les dizaines déjà repérés. Ici, les stèles phalliques trônent au milieu des villages et bordent les routes. Elles font partie du décor, tout simplement. C'est des beaux morceaux, hein? Ouais, ils sont des assez morceaux. monumentaux. Très trapus. Les populations ne prêtent plus aucune attention à ces stèles. Elles ne s'inscrivent pas dans leur histoire. Aucun mythe, aucune légende ne s'y rapporte, hormis celle d'un géant qui les aurait jetées là il y a bien longtemps. Anne-Lise et Sophie Corson, spécialistes des gravures, sont en charge de faire une rapide analyse de l'état des stèles. Ou si ça peut être aménagé plus récemment. Là, on les voit bien aussi, les bourrelets. Ça a été protégé. Hop. Plus au sud, Sakaro-Sodo est un site de facture très primitive. Ces stèles phalliques pourraient faire partie des plus anciennes de la région. Ah oui, c'est magnifique. C'est quand même la stèle principale en taille, du moins. Hein? Et c'est quand même celle qui est le plus anatomique au niveau de la partie supérieure. Mais ces stèles ne semblent associées à aucune structure funéraire. Malgré leur intérêt, les chercheurs craignent qu'une fouille ici soit longue et vaine. Ils décident donc de se concentrer sur d'autres ensembles phalliques disposés sur ou à proximité d'un tumulus susceptible d'abriter des éléments datables. À cet égard, l'ensemble de Sédémercato semble plus prometteur. De plus, il n'a jamais été fouillé. Il y a beaucoup de phalliques, Oui, beaucoup plus qu'il y en a à Tophéla. beaucoup plus qu'il y en a tout au fait là. Sédémercato est un site hétérogène. Des stèles phalliques aux formes très prononcées se mêlent à des prismes basaltiques d'apparence naturelle. Non, il est riche, hein, ce site. Par contre, je suis en train de chercher une anthropomorphe ici. Il n'y a pas les visages, c'est vrai. Celle-ci est très originale avec ces petites perles. Ce site, il est très original par plein de points. L'abondance de stèles phalliques, la quantité peu importante de décors anthropomorphes, a priori. Et puis son état de conservation est quand même incroyable. C'est sans doute celui qui est en meilleur état de tous ceux qu'on a pu voir pour l'instant. Alors maintenant, le problème qui reste, c'est aller fouiller ça, faire un sondage là-dedans. C'est un gros boulot. C'est un énorme travail. La façon de s'en sortir, ça serait de partir du bord éventuellement, de faire une tranchée à partir du bord, à l'endroit où il est vraiment le moins épais, et aller vers le centre, en allant pas trop loin, quoi. Parce qu'autrement, il faut des mois et des mois et des mois de travail là-dessus. Avant de prendre une décision définitive, Anne-Lise Goujon tient à montrer un dernier site très original à Roger-Joussomme. À Soditi, une unique stèle primitive associée à un petit cairn domine la vallée du Rift. Ce qui est caractéristique, c'est le fait qu'il y ait des quantités de pierres au pied qui semblent indiquer que cette stèle phallique, ça, il n'y a pas de doute, je crois. Non, il n'y a pas de doute. A été implantée en rapport avec la masse de pierre, surtout ici, qui semble bien être un cairn. Et on peut imaginer qu'il y aurait une tombe à cet emplacement. Or, c'est le seul cas dans toute la région. Je ne connais pas d'autres associations de ce type-là. Les choix sont faits, ce sera Sédémercato et Soditi. Il ne reste plus qu'à lancer la future campagne de fouilles. Trois semaines plus tard,
une partie de la nouvelle équipe archéologique est enfin sur place. Guidée par Anne-Lise, elle se rend dans un premier temps sur le site de Soditi. Une anthropologue et divers spécialistes accompagnent le chef de mission Vincent Hard. Ce dernier, expert du mégalithisme en Europe, a décidé de prendre en charge les fouilles autour de la stèle unique de Soditi. La saison des pluies est en avance, rendant les déplacements difficiles. À partir de Yirgacheffe, 2 heures sont nécessaires pour rejoindre le site distant d'à peine 10 km. Allez, c'est parti. La colline de Soditi culmine à 2500 mètres d'altitude. Les villageois ont donné leur autorisation aux autorités éthiopiennes pour que les fouilles aient lieu sur leur terre. En contrepartie, les volontaires sont employés à différents travaux, comme le débroussaillage et le décapage complet des 500 mètres carrés qui entourent la stèle. The limit. Ce site m'a attiré parce que justement, sous les broussailles, on a été interpellé par ces espèces de tas de pierres qui étaient recouverts de végétation, qui donnaient vraiment l'image de cairns, en fait, c'est-à-dire des tumulus de pierre, et l'association possible avec la stèle qui est juste à côté. Et là, on voit bien ce monticule de pierres. Il y en a en réalité 4 successifs qui sont sur cette crête et dans une position dominante tout à fait stratégique. Donc là, la prochaine étape maintenant, ça va être de mener des sondages pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est bien des tombes? Et puis, ce qui est stimulant, c'est que c'est des sites a priori qui n'ont jamais été fouillés. Pour les habitants, ces fouilles sont une première. Sous leurs yeux étonnés, les chercheurs déploient des instruments à la pointe de la technologie. Avant de creuser, il s'agit en effet d'essayer de deviner si quelque chose se dissimule sous la terre. Pour y parvenir, le spécialiste de la prospection géophysique Vivien Maté entre en action. Son appareil lui permet d'injecter un courant électrique dans le sol pour mesurer la résistance des matériaux traversés. Plus la résistance est élevée, plus le matériau souterrain est dense. J'ai travaillé en fait à 3 profondeurs, donc 50 cm de profondeur d'investigation, 1 mètre et 2 mètres. Les 4 masses, là, ça correspond aux 4 tumulus qu'on voyait par la topographie du terrain. C'est ça, exactement. Donc ici, on les a à 50 cm de profondeur. Et on voit que quand on regarde à 1 mètre de profondeur, il y a seulement celle qui se trouve à l'extrémité, ici, qui conserve la même forme, la même intensité du signal, alors que les 2 autres, on les voit beaucoup moins. Donc ça veut dire qu'elles sont beaucoup moins épaisses. Donc on est sur vraiment des empierrements beaucoup plus superficiels, contrairement à celles de l'extrémité. Un autre moyen d'investigation est employé pour préparer la fouille, la photogrammétrie. Un drone, muni d'une caméra très performante, pilotée par Laurent Frappat, sillonne l'ensemble du site pour révéler son organisation. Plusieurs cairns sont alignés de part et d'autre de la stèle centrale sur la crête du promontoire. Antoine Laurent récolte ensuite les milliers d'images aériennes, puis les intègre dans un programme informatique. Soditi apparaît alors en 3 dimensions, avec une précision extrême, de l'ordre du centimètre. Grâce à la photogrammétrie, on a obtenu une empreinte numérique 3D du site de Soditi, avec les différentes structures qui sont visibles et la stèle au centre. On peut changer de modèle 3D afin de voir le relief se dessiner. L'évolution, je dirais, de l'archéologie fait qu'on ne peut plus travailler tout seul. C'est un travail d'équipe, c'est un travail de projet maintenant de plus en plus, dans lequel on va retrouver différentes spécialités, chacun en fait essayant d'apporter sa pierre à l'édifice.
Donc ça, c'est un apport important parce que ça nous permet de cibler encore plus les zones de fouilles. Cette première compilation de données a parfaitement modélisé le site de Soditi. Maintenant, toute l'équipe se met au travail. Il faut dégager avec 1000 précautions la totalité des pierres composant les différents tumulus. Ces structures arrondies sont en effet susceptibles d'abriter des sépultures. Une des priorités pour trouver des ossements ou d'autres éléments de datation est de fouiller directement à la base de la stèle. Mais le sol se révèle bien trop meuble dès sa surface, comme si quelqu'un avait récemment creusé à cet endroit, puis rebouché la fosse uniquement avec de la terre. Vous voyez, il n'y a pas de bloc, il y a juste ce comblement très aéré. Ça fait tout remanier, le comblement. Tu sais, c'est Vachement aéré. T'as rien du tout là-dedans? Ah non, Il y a eu quelques trucs un peu plus par là-bas tout à l'heure, mais... il n'y a rien du tout, quoi. Pour Vincent Hard, c'est une petite déception. Le tumulus a-t-il été pillé ou déjà fouillé? Heureusement, les autres structures ne semblent pas avoir subi le même sort. Pour un spécialiste, il est facile de voir au premier coup d'œil que cette fosse n'a jamais été visitée. Les nombreuses et anciennes racines mêlées aux pierres empilées en sont la preuve. All the blocks which is moved like this, you can remove it. Une première découverte étonnante est faite dès les premières heures de fouille. À quelques centimètres de profondeur est enfoui un bloc de pierre a priori façonné par des mains humaines. Et il n'est pas le seul. C'est bien aussi, ça va? Il y a quand même un apport de matériaux important. Hein. Et puis c'est pas des petits morceaux à chaque fois. Est-ce que c'est en place ou c'est du remploi comme ça? Moi je verrais plus en remploi, moi. Ouais. Pour le spécialiste des roches mégalithiques Philippe Gouézin, il n'y a guère de doute. Ces blocs brisés sont des fragments de stèles. Reste à déterminer ce qu'elles font dans ce cairn. On a des stèles qui sont réutilisées sous forme de fragments pour être incorporées dans la masse du tumulus. Ça veut dire qu'à un moment donné, on peut imaginer qu'elles étaient soit érigées, soit disposées quelque part dans le paysage, avant d'être intégrées dans ce tumulus. Maintenant, évidemment, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors là, la question ne peut être répondue que par la fouille. Et très probablement, on est face à une tombe. Est-ce que c'est une tombe individuelle de quelqu'un qui sortait un petit peu du lot, socialement, religieusement, ou alors on est sur des sépultures plus collectives avec plus de monde? Bon, là, évidemment, on manque d'exemples parce que c'est un site assez unique à l'heure actuelle. Quel type de tombe se trouve sur ce promontoire? Était-il recouvert d'un alignement de stèles phalliques? L'équipe de Vincent Hard va devoir faire face à ses premières énigmes. Au même moment, Roger et Jean-Paul se concentrent sur le site de CD Mercato, à une vingtaine de kilomètres plus au sud. L'ampleur de la tâche est immense. Il y a des centaines de stèles. Un groupe de villageois se charge d'aider l'équipe à fouiller la périphérie du tumulus, zone choisie afin de gagner du temps. Il n'y a ici aucune stèle anthropomorphe, ni aucun monolithe primitif. La plupart des stèles sont phalliques, mais d'une facture très différente de celles qui parsèment habituellement le pays guédéo. Elles sont de formes plus variées et beaucoup plus ouvragées. Le site de CD Mercato est certainement celui qui présente le nombre de stèles le plus important de l'ensemble de la région par les différences qu'elles présentent. Ici, on a une variété de stèles complètement étonnantes et pour lesquelles on n'a pas encore des réponses complètes, dans la mesure où si ce monument
qui est un tumulus de pierre, un cairn, ressemble énormément au site de Tuatofela, il présente des différences assez importantes dans le sens où ces stèles, certaines en particulier, des polyédriques, eh bien, on n'a absolument aucun renseignement sur elles. Je pense que ça pourrait être les plus récentes, mais en fait, on n'en sait rien. Si sur ce site, les stèles ont évolué vers une forme simplifiée, comme des petits prismes non transformés en phallus, quelles en sont les raisons? Apparition des religions en pays guédéo ou manque de matériaux nécessaires? Pour le géoarchéologue Laurent Bruxelles, une autre question se pose. D'où viennent ces milliers de tonnes de minéraux dans lesquels les monolithes ont été taillés? Ça, c'est une roche qui ressemble à une granite. Si on se réfère à la carte géole, il y a ça au moins 20 bornes. Donc déjà, ça vient de loin. Alors que ça, c'est les nuits ardentes. Ça, c'est les coulées de lave de rhyolite. Et ça, c'est les prismes non travaillés. Quand on voit autant de stèles, c'est-à-dire, voilà, il y en a, je crois, à peu près 1500 stèles, on peut effectivement se poser la question, est-ce que les sites de matières premières qui ont permis de faire ces stèles sont à portée de main? On est dans un contexte volcanique, on est dans le grand rift est-africain, voilà, 2 plaques tectoniques qui se sont écartées avec énormément de volcanisme depuis une quinzaine de millions d'années. Et donc on a différents types de roches en fonction des remontées magmatiques. Et donc on a à la fois des coulées de lave qui vont pas très loin mais qui sont très épaisses, et puis des retombées de nuits ardentes, voilà, exactement comme Pompéi par exemple. Et malgré tout, on n'a pas trouvé encore les affleurements de roches où on a des prismes notamment qui permettent de faire ces stèles de plusieurs mètres de haut. Donc ça veut dire que c'est peut-être un petit peu plus loin que ce qu'on pense. Donc actuellement, nous, on a les sites, on identifie les roches et on est en train de tourner en cercle concentrique et d'élargir la zone jusqu'à ce qu'on trouve à la fois les roches qui nous intéressent et peut-être après, on l'espère, les traces d'extraction. Un seul affleurement minéral pouvant correspondre à ce type de roche volcanique est finalement repéré. Il se trouve très éloigné du site de Sédémercato. Alors, tu vois, c'est ça là, ouais. Alors, le problème, c'est que d'ici, on a du mal à savoir qu'est-ce que c'est exactement comme roche. On voit bien qu'il y a un escarpement derrière, qui peut être soit un escarpement naturel, soit un frontail. Comme il n'y a pas beaucoup de roches qui affleurent ici, voilà. C'est ça qu'on va aller vérifier, la nature de la roche, et voir si ça correspond à celle qui est sur les stèles. Émissaire. Encore une fois, l'utilisation du drone va permettre aux chercheurs de gagner du temps. On voit quand même des bancs. On dirait un tas de blocs. Ah, super. Toute cette faille là. Ouais. Il y a de l'éboulis. La zone de boulis. Donc pour l'instant, tout ce qui correspond, qui pourrait ressembler à une carrière. Voilà, c'est la première fois qu'on a ces blocs associés à un frontail, ou en tout cas à une corniche. Donc maintenant, ça veut dire qu'il faut aller voir. Là, il y a du bloc. Là, il y a du bloc. Ça, c'est un morceau de prisme. Alors maintenant, la nature. Bon, l'œil comme ça, c'est bon signe. Ah, c'est bien. Ouais, c'est l'ignambrite. Donc c'est bien le constituant des stèles. Ouais, on est sur le sommet là, de la coulée. Attention là. Bon, là, c'est pas tout à fait ce qu'on cherchait. C'est totalement naturel. Et en plus, on n'a aucune trace d'excavation de quoi que ce soit. C'est pas bon. Suite à cette déconvenue, Philippe Gouézin se rend sur une carrière toujours en exploitation, située non loin de Yirgacheffe. Elle n'est pas suffisamment importante pour que des milliers de stèles puissent y avoir été débitées, mais elle est constituée d'ignimbrite, la roche issue du refroidissement des nuées ardentes.
On a beaucoup prospecté dans les vallées qui entourent les sites. C'est vrai qu'on n'a pas trouvé de grandes carrières qui permettent l'extraction de grandes stèles. Et il était important pour nous de trouver une carrière même récente pour voir un petit peu dans la manière dont elle se présentait dans le sous-sol, mais également voir des ouvriers la travailler. On a vu un petit peu qu'avec quelques coins et une masse, ils arrivaient à débiter de très très gros blocs. Ça veut dire que cette roche ici, quand elle est un petit peu humide et fraîchement extraite, on peut la tailler très facilement. Mais c'est quand même des roches relativement lourdes qui correspondent par exemple au granit qui a été utilisé également dans le secteur, quoi. Je pense qu'ils ont dû transporter leurs matériaux sur plus d'une dizaine de kilomètres. Laurent et Philippe n'abandonnent pas. Du sommet de Soditi part une piste assez large qui descend en pente douce vers la vallée. Est-ce le chemin par lequel sont arrivées les stèles? Si tel est le cas, cela a dû laisser des traces dans le paysage. Et du coup, là, on voit bien une cuvette et les stèles abandonnées sont là-bas. On dirait deux stèles différentes, elles sont cassées aux extrémités. Ça, c'est vraiment une vraie cassure. Cassure de transport, De chute, de ouais. choc. Ouais. Ah, si ça c'est le parcours de montée, elles sont tombées sur le côté et elles ont été laissées là. Pourquoi, à cet endroit-là, on a plein de stèles qui sont abandonnées, qui sont cassées, alors qu'apparemment, ils ont fait des kilomètres et des kilomètres. Et on s'aperçoit qu'au niveau de la topographie, ici, alors que la pente est relativement régulière sur ces crêtes, on a une marche relativement raide. Et il devait y avoir ici un problème technique en fait, pour franchir ce point qui est en pente, qui est beaucoup plus chaotique du fait de la roche ici qui est beaucoup plus dure. Et certainement, il y a eu des accidents qui ont fait que les stèles ne sont pas montées, les chargements sont tombés, se sont brisés pendant le transport et elles ont été simplement abandonnées. Certaines stèles portent encore des stigmates de leur déplacement. Comment ont-elles été transportées sur d'aussi longues distances? Ah bah il y a encore un bon morceau là. Là, oui. Hein? On peut se poser la question d'effectivement comment, quand tu fais tomber une stèle comme ça, tu la recharges. Ça n'a pas été évident. Et qui s'expliquerait que des fois, quand ils déchargent en route, ils ne peuvent pas les recharger. Ils peuvent plus leur mettre dessus. Ouais. Ça veut dire aussi que c'est pas porté à dos d'homme, quoi. Ah non. Je veux dire, je pense qu'il y avait des animaux. Tu la remets pas sur l'épaule et tu pars, quoi. Voilà. Nul ne saura sans doute jamais quelle a été la méthode employée. Traction humaine ou animale, portage par plusieurs dizaines d'individus, ou bien un mélange de toutes ces techniques en fonction des terrains à traverser. Transporter plus de 10 000 stèles de quelques tonnes chacune sur des dizaines de kilomètres en montagne reste cependant un exploit titanesque. Retour sur le chantier de Soditi. Le cairn le plus important en volume est maintenant en partie ouvert. C'est ici que Vincent Hard concentre tous ses espoirs de découvrir une sépulture ou d'autres indices datables. Is it the bedrock? No, Here? no. Here? Here is a bedrock, yeah. Here it is a bedrock, you see? You see? Vincent Hard a désigné l'archéologue éthiopien Alex Bellet comme responsable de cette partie des fouilles. The sediment is completely changed. No, it is a different texture. Very wet. Yeah, it is very wet. It's still in suspense. Sous les pierres, un semblant de cavité se dessine, laissant espérer la présence d'une tombe. Don't remove all the other blocks. Yeah. You have to see what's the shape. Yeah. Yes. Puis un premier fragment de poterie est découvert. These are fragments. Another one. Okay. It is grooved, no? Yeah. À partir de ce moment, tout le sédiment est soigneusement recueilli et passé au tamis. Le moindre tesson de céramique, la plus petite esquille d'os peut apporter des informations. Une petite collection commence à voir le jour.
Et les premiers tessons qu'on a trouvés ici dans la fosse, on a encore du mal à savoir à quelle période ils appartiennent, étant donné qu'on n'a pas d'éléments de comparaison actuellement sur ce type de décoration. Ils ont été retrouvés pour l'instant dans le comblement d'une fosse qui est creusée sous le cairn. Donc ça c'est assez nouveau par rapport à ce qu'on avait pu voir les jours précédents où on pensait qu'on était vraiment sur une masse de pierre. Là on a une masse de pierre qui recouvre elle-même une fosse. Alors évidemment ces tessons ils peuvent être arrivés là de deux manières, soit c'est des choses qui ont été réincorporées au moment du comblement de la fosse, soit c'est des fragments de choses qui ont été déposées au moment du creusement. Donc là c'est la suite de la fouille qui permettra d'y répondre. Ces premiers artefacts correspondent-ils à du mobilier funéraire? S'agit-il de fragments de vases d'offrande? L'hypothèse est séduisante, d'autant que des tessons du même type avaient été retrouvés sur le site de Tutofela. D'ailleurs, il est décoré. Un petit décor là. Petite impression. Là, on est sur la masse du cairn, à proximité d'une toute petite stèle phallique et sans doute d'un fragment d'une autre stèle, sous lequel on a trouvé les tessons de céramique. Ça veut dire qu'il y a une phase d'érection de stèle phallique antérieure à la construction de ce monument. Et comme par hasard d'ailleurs, la céramique là, qui a été découverte en plusieurs fragments est retrouvée à proximité de cette petite stèle. Donc on est sur des éléments qui sont assez inédits et tout l'intérêt sera de pouvoir les placer maintenant dans la chronologie. Est-ce qu'il y a eu plusieurs inhumations en même temps? Est-ce qu'il y a des inhumations sur un temps plus long? Et puis aussi, on peut imaginer que ces monuments-là ont servi de monuments à caractère rituel. On est venu déposer des objets sans que ça soit lié à une inhumation particulière. C'est un petit modèle, hein? Ouais. Elle est chouette, hein? Ah. Peut-être un petit peu ciselé au niveau du gland. Aïe. C'est bon, je prends le gland, tu prends le bas. Allez, c'est parti. C'est pas... Philippe a l'air bien viril aujourd'hui. À quelques mètres de la grande stèle se trouve une autre fosse peu profonde. Régis Bernard, le topographe de l'équipe, y fait une première trouvaille. Une poterie, cette fois quasi intacte. La forme est complète, dans de petits vases, avec un bord caréné. Okay. Un petit vase globulaire. Ce vase est isolé dans cette fosse. On tamise l'ensemble du sédiment pour essayer de voir s'il y a peut-être des esquilles d'os. Ça serait bien. Peut-être une petite sépulture à côté. Ah, voilà. Donc la carène, voilà ici, et puis les décors. Superbe. Voilà le deuxième vase sur le site. Quel est le peuple qui a déposé les céramiques au pied de ces stèles? Fabriquer un vase entièrement à la main est l'un des plus anciens gestes culturels connus en Éthiopie. Le métier de potière se transmet entre femmes de génération en génération. Étudier cette tradition pourrait permettre aux chercheurs de faire des rapprochements avec les tessons découverts sur les sites de fouilles. Les deux ethno-archéologues de l'équipe de Vincent Hard ont dressé la liste de tous les ateliers de poterie de Yirgacheffe et des alentours. Jessie Collier et Claire Manen se chargent maintenant de répertorier tout ce savoir-faire qui n'a guère changé depuis le néolithique. This jester is a kind of ornamentation. Turera ergabitteeti moo ammuma adda arawa? Ani bareechisuutti jira. To make the pottery shine. Yeah. Meseret utilise encore des procédés sans tour de potier. Et on sait qu'à l'époque des stèles, eh bien, il y avait aussi des céramiques qui étaient réalisées sans tour. Donc nous, notre travail, c'est de décrire les manières de décorer, de décrire les techniques de fabrication, comment elles vont monter le vase, comment elles vont le cuire, etc. Et l'idée, c'est donc de comparer éventuellement les traces laissées sur les tessons archéologiques et les traces laissées sur les productions ethnographiques, de façon à pouvoir dire, ben voilà, peut-être que la trace que j'observe sur le tesson archéologique relève de la même technique que j'ai pu observer ici aujourd'hui.
Les fragments de céramique découverts sur les sites de fouilles arborent des décorations très variées. Témoignaient-elles de différences culturelles entre les peuples locaux? Sont-elles le signe de déplacement de population dans la région au fil des siècles? Pour le savoir, il faudra faire une récolte de tessons plus complète au pied des stèles. Mais au-delà des poteries, ce sont bien des sépultures que les scientifiques espèrent découvrir. Car si les céramiques sont impossibles à dater, les ossements, eux, peuvent l'être. Ils permettraient alors de mieux comprendre l'histoire complexe des stèles phalliques du pays guédéo. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Et je crois que j'ai le premier morceau de crâne des enfants. Oh. Ouais. Hein? Ah ouais. On est même au niveau d'une suture, regarde. Oui. Ah, exact. Exact. Il n'y a plus qu'à trouver le reste. Hein. Ce premier indice est encourageant. Il laisse supposer la présence d'un corps. Pour en dégager les restes, il faut faire un peu de place dans cet amas de dalles et de stèles mêlées. Vous pouvez poser. Hop, doucement. Voilà. Très bien. Un os solitaire apparaît là où était posée la grosse pierre. C'est un numérus humain, fort probablement, même certainement. Ce qui est surprenant, c'est sa position. On aurait peut-être à faire un dépôt Un secondaire. dépôt secondaire, peut-être. Hein. Oui. On se retrouve dans quelque chose qu'on n'a jamais trouvé jusqu'à maintenant. Une grande dalle aménagée, relativement lourde, très très dense, qui recouvrait un espace vide. Et on se retrouve donc dans cet espace vide avec la présence d'un numérus humain très clair, parce que probablement il s'est décomposé en espace oxygéné, donc il a perdu de sa couleur un peu marron. Est-ce que c'est une sépulture secondaire? Est-ce que c'est un dépôt de quelques os autour de dans cet espace? Pour l'instant, on ne peut pas dire grand-chose d'autre. Hein. Les dépôts secondaires semblent fréquents au pied des stèles. Il s'agit souvent d'un fagot d'ossements incomplets provenant d'un individu inhumé auparavant dans un autre endroit. Mais un peu plus loin, Roger Joussaume met au jour d'autres restes humains. Cette fois, le squelette semble presque complet. Ce que l'on voit en premier ici, ce sont les dents. Donc on a affaire à une mandibule. Et le crâne est plus ou moins au-dessus ici. Là, on a la partie supérieure d'une épaule, avec donc l'humérus qui part dans cette direction, et l'avant-bras qui part dans cette direction. C'est-à-dire qu'on a un bras plié comme ceci. La tête regarde par là, et on aurait un bras comme ça. Cette position anatomique d'un corps n'est pas partagée par tous les individus ensevelis dans le cairn. Le médecin anthropologue Jean-Paul Cros a du mal à s'y retrouver avec celui déposé sous la dalle de pierre. Ça a l'air de se balader énormément. Ben oui, pour l'instant, j'ai pas trop saisi l'affaire. Hein. Ouais. C'est un contorsionniste. Ouais, c'est tellement dégradé que... Ah ouais, c'est un piteux état. Donc là, on doit avoir l'humérus. Il est cassé, hein? Ah oui, ça, il est cassé. Il a fait une angulation un peu bizarre. Ouais. Et là, on a dans l'avant-bras. Ouais. Oh, il y a quelque chose là ici aussi. Donc on aurait les deux humérus là? Possible. Mais bon, c'est très fragmentaire. Hein. À tout au fait là, nous avions des poteries associées aux tombes. Or, dans l'immédiat, on n'a pas trouvé le moindre tesson de poterie en association avec les ossements découverts. Une deuxième chose qui apparaît tout de suite, c'est que ces sépultures sont en bien plus mauvais état qu'à tout au fait là. On a l'impression qu'ils ont non pas protégé les tombes, mais au contraire ont jeté carrément des blocs de pierre directement sur le corps qui ont fait que ça a complètement écrasé les corps. Ce mode d'inhumation un peu surprenant est-il spécifique à ces démercatos? Sur l'autre site de fouilles, l'équipe continue sa quête de restes humains.
des semblants de sépultures commencent à apparaître à différents niveaux. C'est bien parce qu'en fait, il y a plusieurs fosses. Oui. Enfin, en tout cas, il y a au moins une petite fosse, une fosse beaucoup plus grande. Quelle est contre le bord. Une fois dégagées de leur couverture de pierre, les fosses remplies de terre n'offrent toujours aucun indice. C'est bon, ça a l'air vachement... Seem to be very deep. In French, il se trouve sans fond. Il y a encore d'autres blocs dessous. Soudain, Alex, l'archéologue éthiopien, fait une première découverte. Ça, c'est une dent humaine. Hein. Par contre, elle est complètement bouffée. You see, there is nothing inside. Everything. Marie, viens voir 2 secondes. Ouais. Ça, c'en est une, c'est sûr. Et elle est toute bouffée à l'intérieur. Il reste que l'émail. C'est une incisive supérieure gauche. Il y a encore du vide au-dessous. C'est vrai? Tu tombes sur la chaussette. Pour l'heure, rien n'indique que les archéologues ont découvert une tombe en chaussettes. Mais la fosse qui se dégage progressivement est bien une sépulture. Et elle est occupée. C'est un autre os, ça? Ouais. Ça pourrait bien faire fémur tibia, là, tu vois. Ouais. This is chapter 1, hein? Chapter 1. Premier chapitre à ciel ouvert du livre de l'histoire humaine de Soditi. On a une petite sépulture probablement secondaire, c'est-à-dire qu'en fait on a un petit fagot d'os long, donc des os principalement des jambes, là pour le coup, fémur et tibia, et qui ont été pris d'une sépulture qu'on appelle primaire, donc c'est la sépulture dans laquelle l'individu est enterré en premier, et déplacé ici, donc dans cette petite fosse entourée d'une couronne de pierre. Le scénario ressemble à celui de ces démercato. Ce déplacement des restes d'un défunt n'est pas inhérent à l'histoire de ces sites. Partout dans le monde, depuis le néolithique et jusqu'au Moyen-Âge en Europe, les populations avaient pour coutume de vider les tombes par faute de place. Les os récupérés étaient alors placés en petits tas au-dessus d'une sépulture beaucoup plus ancienne. Les chercheurs continuent à creuser pour remonter le temps. Et rapidement, dans les profondeurs de la fosse, d'autres tombes se révèlent enfin. Donc finalement, avec celle-ci, ça ferait donc 1, 2, 3, 4, au moins 5. Ouais, au moins 5 tombes. Au moins 5 tombes. Et il reste encore tout un quart qui n'a pas été fouillé. Donc on peut peut-être estimer qu'on va avoir 6, 7 tombes peut-être sur l'ensemble de la fosse. Ouais. C'est quelque chose de complètement unique et exceptionnel. C'est quoi ça? Ah, un os. La surprise finalement, c'est qu'on n'a pas une sépulture principale, mais plusieurs petites sépultures au sein d'une grande fosse. Et puis aussi, ce qui apparaît de plus en plus, c'est que ces petites sépultures sont creusées dans un deuxième temps au sein de cette grande fosse. Donc il faut imaginer sans doute un fonctionnement assez long de cette fosse, qui va très bien d'ailleurs avec les autres observations qu'on a pu faire sur le site, qui montrent qu'on est sur un site à occupation longue, avec sans doute l'érection de stèles, cassées, puis réutilisées comme ici après dans la masse du tumulus. Les ossements exhumés sont toujours fragmentaires et aucun crâne n'a encore été découvert. Les archéologues sont à nouveau face à des sépultures secondaires. Mais si le site a fait l'objet d'une occupation longue, les tombes primaires doivent se trouver profondément enfouies à la base du tumulus. Le fait qu'on retrouve que des fagots d'os et pas du tout de crâne, ça peut s'expliquer par des différences de rites ou de symbolique. C'est connu chez certaines ethnies, le crâne dans les sépultures secondaires peut être traité de manière différente que les os longs. Donc on peut tout à fait se retrouver avec des individus qui vont aller récupérer les ossements de défunts et aller les enterrer. Et le crâne aura un traitement qui sera tout à fait différent. Les premiers ossements sont soigneusement répertoriés, puis vient le moment de démonter le reste de la structure. Les tombes primaires tant espérées se trouvent-elles sous le monticule de pierre? Cette dernière phase de fouille ne semble pas avoir le consentement des locataires de ces mêmes tombes. L'orage se rapproche,
il faut protéger rapidement les ossements fraîchement exhumés. Malgré les chants des Éthiopiens destinés à chasser les nuages, il faut abandonner les lieux. Le site est ruiné pour un certain temps. 3 jours plus tard, les fouilles peuvent enfin reprendre. Roger, Jean-Paul et leur équipe sont de retour à Sede Mercato. On va essayer de retirer le maximum d'eau. Ouais, t'as raison. Avant de bouger la bâche, parce que sinon on va... Il faut passer par devant. Il faut essayer de passer à l'endroit où il n'y a rien. On va patiner le moins possible et où il n'y a rien. Ouais. Ouais, je suis en train de nettoyer mes godasses. Ouais. Ah, c'est de l'eau de pluie. Hein. Ouais. Super, c'est pas mouillé. Impeccable. L'équipe peut reprendre le nettoyage et l'observation des squelettes très abîmés trouvés au pied des stèles. Voilà. On a le crâne qui est là. On a visiblement les côtes qui sont ici. On a l'épaule gauche ici, avec la clavicule gauche juste devant. Et a priori, malgré l'état de conservation, parce que tout a pratiquement fondu, la colonne vertébrale devait être de ce côté-là. Ici, oui. Tout le long là, le long de la fosse. Donc on a un individu qui était couché sur le côté droit et jambes repliées, puisque les genoux devaient arriver pratiquement, pas sous le menton, mais presque, quoi. La position fétale est une position qu'on retrouve dès les périodes les plus anciennes, au paléolithique. Hein. Il faut attendre des périodes relativement récentes pour pouvoir avoir des positions allongées sur le dos, quoi. À Tutuophela, on a dû trouver 2 individus allongés sur le dos, sur les 84 sépultures que l'on a fouillées. Ils sont tous couchés sur le côté. Les os sont prélevés avec précaution. Ils partiront vers un laboratoire spécialisé qui pourra les dater alors qu'ils ne contiennent plus de protéines. C'est un problème habituel en milieu subtropical où la terre acide dégrade la matière organique à une vitesse accélérée. On a la première molaire, la deuxième molaire, la troisième n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie, oui. Hein. Oui donc on a un sujet, peut-être pas plus de 20 ans en tout cas, hein. Et très gracile. Si je devais donner un sexe, je dirais que c'est une dame. Ouais, ouais. T'as vu la clavicule? Et d'une gracilité. Il s'agit bien d'un cimetière qui a dû être utilisé d'ailleurs assez longtemps quand on voit la distribution même des corps que l'on a trouvés qui sont à 2 ou 3 niveaux différents de profondeur. Mais malgré tout, pour moi ce site est plutôt plus récent que Tutuophela. Il y a des stèles phalliques tout autour de nous, mais qui ne sont pas du même style que les stèles phalliques qui ont été utilisées à Tutuophela. Toutes semblent être plutôt des stèles qui ont été débitées à l'Herminette, donc quelque chose de plus récent. Quant aux décors qui se trouvent sur ces stèles, ici, eh bien, ils sont tout à fait semblables à ceux de Tutuophela. Donc je pense qu'il y a une période, au moins, qui est contemporaine de Tutuophela, mais que le monument a pu être utilisé plus longtemps. En attendant les résultats de la datation des squelettes, les archéologues recherchent d'autres indices sur les stèles elles-mêmes. Celles taillées à la hache de pierre sont sans aucun doute plus anciennes que celles travaillées à l'herminette métallique. Ah, elle est décorée celle-là. Ah ok, super. Ouais. Tu as cette partie ici, la partie haute du gland, qui est un bouchardage assez grossier, qui est probablement le bouchardage primaire en carrière. Okay. La fracture naturelle qui est ici, tu vois, qui donne le haut du gland. D'accord. Et
puis ensuite, sur toute la périphérie du bloc, là tu vois, il y a eu un enlèvement de matière à l'herminette. Et ensuite, à la mise en forme du décor, qui a l'air ciselé, tu vois, sur cette face. De transport d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais souvent les gravures sont sur les faces plates qui ont servi au transport. Sophie Corson a pour mission de répertorier toutes les décorations qui ornent les stèles. Des gravures, mais aussi des traces de peinture. Impec. Là, on voit très bien les bandes horizontales déjà. On sent que c'était badigeonné, peint dans ce sens-là. Clac, clac. Je ne sais pas avec quoi ils ont peint. Chez les Gewada, ils faisaient à la main. Là-bas, c'est peut-être la trace de la main qu'on voit finalement là. On sent les doigts là. Hein, la trace des doigts avec de la peinture. Ici aussi, ça va jusque-là. Et verticalement également. T'as vu ça, Roger? C'est vrai qu'on voit les traces des mains qui ont servi à mettre de la peinture. Toi, c'est très net. Oui, effectivement. Ça va jusque-là. Ça me rappelle justement des choses qu'on avait vues à Chelba Toutiti. Et en particulier, il y a une dalle dressée ici qui s'est trouvée être décorée. Voilà, on voit bien. On a vraiment l'impression que même c'était à la main aussi, comme ici. Hein. C'est pas impossible, oui. On est les mêmes choses. Le site de Chelba Toutiti a été fouillé par Roger et Jean-Paul il y a plusieurs années. Un village a grandi sur les flancs du promontoire et les dernières maisons touchent les premières stèles du site. Malgré tout, les populations respectent ce lieu qui les domine de toute son ampleur. Car ampleur il y a. Chelba Toutiti est le plus important site mégalithique de toute l'Afrique. Il abrite plus de 1500 stèles et ce sont peut-être les plus anciennes de tout le pays guédéo. De forme uniquement phalloïde, elles font partie des plus massives jamais répertoriées. Certaines atteignent 8 mètres pour un poids avoisinant les 7 tonnes. Impossible de leur donner un âge, mais les archéologues n'arrivent pas non plus à dater les alignements de Karnak à 3000 ans près. Alors, les fouilles effectuées ici n'ont donné aucun résultat en matière de chronologie. En revanche, un début d'explication quant à la fonction de ce type de site a vu le jour. Quand on a commencé avec Roger à fouiller sur ce très grand site à stèles phalliques, puisque à Chelba Toutiti, il n'y a que des stèles phalliques, on arrivait de Toutofela, où stèle phallique égale associé à des sépultures. Donc quand on est arrivé ici, le premier travail que nous avons fait, c'est de fouiller dans la partie centrale du grand site, là-bas, quelques zones où il y avait pas mal de stèles phalliques. Et puis, on en a fouillé en tout, je crois, une 60aine. On n'a pas trouvé la moindre trace de sépulture. Ces stèles phalliques sont dressées là, mais n'ont aucun rapport avec des tombes. Donc, à partir de ce moment-là, on a commencé un petit peu à se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce site? Et on avait remarqué qu'un petit peu depuis le début, que dans la partie nord du site, on avait ce tertre. Et donc, on s'est dit, est-ce que ce n'est pas là le début du site avec la sépulture d'un personnage important, avec ces stèles phalliques qui l'honorent, qui sont venues peut-être après, dans un second temps, on est venu ériger les stèles. On peut imaginer que cette tombe-là était la tombe d'un personnage important par rapport au groupe humain qui vivait sur place, de telle sorte que lorsque d'autres personnes mouraient dans le village, peut-être qu'on dressait une pierre qui commémorait en quelque sorte le mort qui lui était enterré ailleurs. C'est une supposition, mais une supposition qui est confortée quelque part par des choses que l'on voit actuellement dans des peuples, en particulier les Konso et les Gewada actuels. Les pierres dressées de Chelba Toutiti seraient donc des cénotaphes, des monuments en l'honneur d'un mort enterré à un autre endroit. Est-ce également le cas des stèles phalliques les plus anciennes repérées sur les autres sites? Pour en savoir davantage sur cette pratique funéraire, les deux archéologues se rendent sur le territoire des Konso et des Gewada, à l'extrême sud de l'Éthiopie. Ces peuples ont conservé un mode de vie traditionnel dans lequel le culte du guerrier courageux est fortement ancré. La symbolique phallique y est très présente. Les pierres qu'ils dressent en l'honneur de leurs héros morts peuvent-elles apporter un éclairage sur l'usage des stèles primitives en pays guédéo? Metasebia Mekele est un ethnologue éthiopien spécialiste des populations du sud de la vallée du Rift. Grâce à lui, Roger et Jean-Paul vont pouvoir assister à une cérémonie de deuil.
l'homme qui est décédé avait 93 ans. C'était un personnage très influent pour l'ensemble de la communauté Gewada. Chez ce peuple de chasseurs et de guerriers, tout concourt à célébrer la virilité et la bravoure du héros disparu. La cérémonie est une opportunité unique de découvrir en détail les coutumes funéraires des Gewada et d'y déceler d'éventuelles similitudes avec les rites ancestraux du pays Guédéo. Une pierre de plusieurs centaines de kilos a été dissimulée par les anciens assez loin du village. Ce sont les jeunes garçons parmi les plus forts qui sont chargés de l'apporter jusqu'au bois sacré où a été inhumé le vieil homme. Cette première stèle est érigée sur sa tombe. Le corps, comme dans les sépultures inférieures de Tutofela, a été déposé au fond d'un puits doté d'une cellule latérale. Une tombe en chaussettes en quelque sorte. Cette pratique, associée au dépôt d'une pierre dressée, semble déjà corroborer une hypothèse, celle d'une sépulture dédiée à un personnage important qui ne doit jamais être oublié. L'homme qui a été enterré aujourd'hui était important pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il était un chef de clan. Deuxièmement, c'était un guerrier. Les gens disent qu'il a tué 2 lions et un léopard. En temps de guerre, il a aussi tué 2 hommes. Ce premier jour, la première stèle est érigée sur sa tombe. Le deuxième jour, ils iront chercher la deuxième stèle cachée dans les bois. La seconde stèle, le cénotaphe du héros, est chassée comme une bête sauvage et doit être rapportée tel un trophée jusqu'au bord d'une piste menant au village. Cette pierre n'a plus vraiment la forme du phallus initial, la christianisation du sud de l'Éthiopie au XIVe siècle ayant fait table rase de ce type de représentation. Porté sur plusieurs centaines de mètres, le monolithe va rejoindre les cénotaphes érigés en l'honneur des grands hommes de la communauté Gewada. Chez les Gewada, cette coutume existe depuis très longtemps. Malgré l'arrivée des nouvelles religions, ce rituel d'érection de stèles n'a jamais changé. Pour Roger Joussoum, cette disposition de stèles ne marquant aucune tombe ressemble fort aux centaines de cénotaphes alignés sur le site de Shelba Toutiti. Un millier d'années plus tard, on a encore des gens qui ont des coutumes qui semblent être assez proches de ce que l'on a retrouvé dans ces stèles phalliques qui sont bien plus anciennes. Il est possible qu'effectivement, les gens qui montrent ces monuments maintenant soient des descendants de ceux qui ont fait des stèles phalliques. Un tel rapprochement est encore difficile à confirmer. Mais une touche finale sur la stèle, déjà remarquée sur certaines pierres de Shelba Toutiti et de Sédé Mercato, plaide en faveur de cette hypothèse. De la poudre d'ocre, mélangée avec de la matière grasse, peut devenir une peinture très résistante aux caprices du temps. Les Gewada, comme les populations qui ont érigé les stèles phalliques, décorent avec le même geste la face plane du cénotaphe. Ces bandes horizontales peintes ne se retrouvent chez aucun autre peuple du sud de l'Éthiopie.
Les Gewada sont l'un des derniers peuples de tradition mégalithique en Afrique. Leurs ancêtres auraient-ils migré vers le sud de l'Éthiopie lors de l'arrivée du christianisme ou de l'islam? Une chose est sûre, il s'est passé quelque chose entre le XIVe et le XVIe siècle qui a scellé la fin de ce type de rituel funéraire en pays Guédéo. De retour auprès des centaines de cénotaphes de Shelba Toutiti, Roger et Jean-Paul ont sélectionné l'un de ceux qui ont chuté pour tenter de le redresser. C'est aussi le travail des archéologues de remettre une partie des sites fouillés dans leur état initial. Mais ici, il s'agit surtout de comprendre comment les populations ont pu élever de tels monolithes avec les moyens de l'époque. On arrive à la base de cette grande stèle que l'on veut donc redresser. Et donc, comme toutes les stèles, bien sûr, elle est calée, c'est qu'elle a été implantée dans une fosse. Et ils l'ont redressée en la bloquant avec des petits blocs de modules vraiment très très petits. Donc, on est surpris que ces stèles, comme qui pèsent quelquefois quelques tonnes, soient calées avec des choses aussi petites. D'où le fait qu'elles aient beaucoup chuté, probablement avec le temps, avec les animaux qui se sont frottés dessus, etc. Shelba Toutiti n'a jamais été vraiment préservée. Pourtant, certaines stèles portent des gravures dont la symbolique pourrait éclairer les archéologues sur les rites et les croyances de ceux qui les ont dressées. Celle-là, c'est vraiment la plus belle gravure et la plus atypique aussi qu'on retrouve sur le site. Mais on a toujours le même système d'une cupule centrale de laquelle part un décor. Et ces formes-là, serpentiformes, ces courbes, sont complètement inédites. Ce décor-là, on le retrouve nulle part ailleurs. Ceux-là, ils sont plus caractéristiques du site de Shelba, avec une cupule centrale et puis des rayons qui partent de la cupule. Sophie Corson s'est chargée d'en faire un inventaire exhaustif. On est à plus de 1000 stèles et nous avons relevé 56 gravures en fait sur l'ensemble des stèles. On est à peu près à 5% de gravures. Mais c'est finalement sur les flancs de la grande stèle choisie pour être relevée que se trouvent les plus belles gravures, et peut-être les plus explicites. C'est une stèle assez exceptionnelle par le décor qu'elle a. Celui-ci correspond au symbole végétaliforme. On trouve des symboles actuels, comparables, chez d'autres populations, comme les Dinka, à la frontière entre le Soudan et l'Éthiopie. Il s'agit d'un symbole qui est placé au-dessus du nombril. Et c'est ce qui fait que ce symbole, je l'avais comparé un peu à un symbole de la vie, dans la mesure où dans un cas, il est au-dessus du nombril, qui est quand même l'origine de la vie pour beaucoup de gens. Et puis dans l'autre cas, c'est celui qui consiste à comparer ce symbole aux branches du faux bananier, l'inset, le végétal nourricier de toute une population depuis des siècles et des siècles dans la région. Si ce symbole représente l'ancêtre, le faux bananier, c'est peut-être parce que cette plante endémique et sauvage est un véritable miracle énergétique. De la racine aux palmes, tout peut s'utiliser. Il n'a donc pas été nécessaire pour les populations de l'époque d'inventer l'agriculture pour survivre sur ces riches terres d'altitude. Une autre interprétation a été donnée à ce symbole, en rapport également avec la vie aussi, qui serait un jaillissement de sperme. À ce moment-là, le symbole ne serait plus considéré comme étant placé sur une perforation qui correspondrait au nombril, mais plutôt au-dessus du sexe de la personne qui serait représentée par la stèle. Impossible de confirmer l'une ou l'autre de ces hypothèses. Les gravures conserveront leur mystère. Tout est fin prêt pour redresser la stèle. Roger s'est inspiré des méthodes de levage utilisées depuis la plus haute antiquité. Chevalet de bois, cordes tressées et des dizaines de bras humains. Il va y avoir 2 personnes qui vont maintenir avec les perches de chaque côté pour éviter qu'elles partent dans un sens ou dans l'autre. Hein. Et puis, ma foi, tout devrait marcher, quoi. Allez, tirez. Allez, allez, hop, 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 attention. Jean-Paul, Jean-Paul. Jean-Paul, Jean-Paul, Jean-Paul. Attention. Pas bien à tenir. Ah, c'est dommage, j'étais bien parti.
Faut tout recommencer. Quoi. They can? Bon, ils disent qu'ils sont capables de le faire à la main. Attention, attends. Ils sont fous. Ouais, c'est faire, ils vont faire Allez, tirez, tirez. Attention, attention. Attention, hein. Doucement, doucement, doucement. Allez, tirez. Tirez, tirez. Doucement, 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 doucement. Doucement, 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 doucement. Casse, 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 doucement, doucement. mettez des pierres à la base. Des pierres. Dinga, dinga. Dinga, dinga. Dinga. Et de la terre. De la terre. À Kafa, à Kafa. Elle est complètement verticale. Elle est pas mal, là. Très bien. Bravo, les gars. Bravo. 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 Elle est belle, hein. Deux techniques ont été nécessaires. La technique, j'allais dire, européenne, la nôtre, qui n'a pas marché. Et il a fallu les bras. Et leur technique à eux, des Éthiopiens locaux, on a l'impression que c'est un geste qu'ils possèdent de tout temps. Voilà, bravo. Bravo, bravo, bravo. L'élégant monolithe a rejoint son panthéon vertical, celui auquel aspirent encore les 1500 stèles de Shelba Toutiti pour être inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Sur la colline de Soditi, le temps est compté. La mission se termine bientôt et la fouille des tombes en puits, les tombes primaires les plus anciennes, n'a toujours pas livré le moindre vestige, laissant espérer la présence de corps complets. La petite équipe de Roger Joussaume est venue prêter main forte à celle de Vincent Hard. Dans une petite fosse secondaire, un peu éloignée, Jean-Paul fait finalement une découverte inédite. Je suis sur le crâne, là, dans la voûte. Mais c'est rock'n'roll. Hein. Ouais. Il y a carrément un crâne. Ben oui, oui. On essaie de voir un crâne sur ce site, quand même. Il est tout seul. Tu vois? Alors du coup, tu as un site où tu as des crânes ici, tu as des olons là-bas, c'est un site éclaté façon puzzle, comme disait l'autre. Peu après, au fond du cairn principal, Marie Mathieu trouve à son tour des vestiges humains, ensevelis à quelques centimètres sous le substrat. Je suis en train de dégager le crâne d'un individu qui a été inhumé sur le site et qui est le premier en fait qu'on retrouve en connexion anatomique. Pour l'instant, on a le crâne, il semble qu'on ait le bras et l'avant-bras. Donc a priori, c'est une sépulture primaire. C'est le premier squelette entier dégagé. La sépulture dont il est issu pourrait être celle d'un personnage important autour de laquelle d'autres se seraient agrégés au fil du temps. Après plusieurs heures de fouilles, 8 fosses sont désormais ouvertes. Parmi elles, une structure particulièrement profonde qui laisse présager une occupation du site encore plus ancienne. Les archéologues creusent maintenant à plus de 2,50 m sous la partie supérieure du cairn. Ce puits est plutôt vertical, sauf que lorsqu'on arrive dans la partie la plus basse, il y a une zone un peu surcreusée, latérale, qui me rappelle évidemment les tombes en chaussettes que l'on avait sous le tumulus de Tutofella, qui avait tout à fait cet aspect-là. Pour vérifier cette intuition, Antoine Laurent fait une dernière série de clichés en haute définition. Les images, une fois traitées, vont permettre de conserver une empreinte mémorielle plus vraie que nature de ces tombes en puits ou en chaussettes de Soditi. On est sur un site complètement exceptionnel.
On a sur le même site 8 structures en puits, dont 2 ou 3 sont en chaussettes. On a des sépultures primaires, des sépultures secondaires. Il y a une grande fosse qui a été creusée à un moment, sachant qu'entre-temps, on a cassé l'alignement de stèles qu'il y avait dessus. Alors, ou c'est quelque chose qui s'est fait dans la durée, par des populations différentes, qui avaient chacun des rites funéraires un petit peu différents, ou si c'est à peu près la même population sur une période relativement courte qui a fait ça, c'est très surprenant. La plupart des petites fosses annexes ont été rebouchées. Il ne reste plus qu'à recueillir les ossements trouvés dans les sépultures les mieux conservées. Tous les Éthiopiens présents sur le site se sentent maintenant concernés. Il y a là quelque chose qu'ils ne soupçonnaient pas et qui les entraîne intuitivement vers leurs lointaines origines. L'état des derniers corps exhumés est un Graal pour les archéologues. L'émail des dents, par exemple, pourra être facilement daté. Le bilan, il est évidemment très positif puisqu'on a trouvé beaucoup de sépultures avec une variété assez intéressante de pratiques au niveau des inhumations, au niveau de la forme des sépultures. Et après, c'était une mission très intéressante humainement parce qu'on travaille sur place avec des Éthiopiens, avec des gens pour qui c'est leur patrimoine directement, et c'est aussi important qu'ils prennent connaissance finalement de la richesse de leur patrimoine au niveau local et aussi au niveau national. Quand ils sont arrivés, ce terrain n'était qu'un amas de pierres. Après, on a vu qu'ils ont commencé à découvrir des ossements sous les pierres. Désormais, on sait que ce lieu était un cimetière. J'espère qu'à l'avenir, ces chercheurs travailleront à la conservation et à la protection de ce site. Parmi tous les sites archéologiques, celui-ci est magnifique et c'est un héritage important de notre passé. Nous avons beaucoup de chance et aussi beaucoup d'espoir pour ce site et pour les autres sites aux alentours. Il faut continuer à nous battre pour que ce travail se poursuive. On a des résultats qui sont parfaitement inédits, notamment la découverte de cette tombe, et puis tout un champ de recherche en réalité qui s'ouvre, avec la possibilité, je l'espère, de poursuivre les fouilles sur ce site pour comprendre à quel moment les stèles ont été sans doute arrachées et le rapport qu'il peut y avoir avec les tombes qu'on a découvertes. Et puis pour les ossements, en fait, on va pouvoir, je l'espère, croiser les approches anthropologiques et les datations pour voir si on peut chercher des affinités avec le site de Tutoffela, en sachant que la configuration globale de la structure est la seule connue à l'heure actuelle. C'est la fin de la mission archéologique en Éthiopie. Les ossements issus des différentes tombes de Sédémercato et Soditi sont envoyés aux États-Unis pour être datés. 3 semaines plus tard, à l'ostéothèque du laboratoire d'anthropologie biologique de Bordeaux, les résultats arrivent enfin. Ah, c'est la ligne, celle-là, d'accord. Et là, il y a la sépulture 2. Voilà, et puis là, c'est des échantillons qui viennent de Soditi. Du coup, pour Sédémercato, la datation Ah bon, la datation, elle est récente, puisqu'elle est fin 15e, début 17e siècle, milieu 17e siècle. Oui, certainement sur des phases plutôt finales. On est sur des phases finales d'utilisation du site. Mais ce n'est pas parce que la partie supérieure de sépulture en cairn et en milieu pierreux est plus récente que la phase primaire, en bas, s'il y en a une, de sépulture en chaussettes, elle n'est pas contemporaine de Tutoffela et de Soditi. Au regard des datations qu'on a obtenues sur le site de Soditi, on a des dates pour les tombes en chaussettes qui tombent aux alentours du XIIe siècle. Et ça colle tout à fait avec ce qu'on connaissait, par exemple, pour des sites comme Tutoffela, où on a ce même type de tombes avec des datations aux alentours du XIIe. Et pour des tombes en fosse, qui sont plus classiques, là, on est plutôt XIIIe, même fin XIIIe, début XIVe. Donc on est sur un fonctionnement déjà, j'irai à minima, peut-être de 2 siècles. Maintenant, il reste à faire la relation avec les stèles phalliques, étant donné que dans le cairn, c'est-à-dire cet amas de pierre qui recouvrait l'ensemble des tombes, donc qui est vraiment, je dirais, l'état final de la structure funéraire, on a des fragments de stèles phalliques qui sont antérieurs, en tout cas, au cairn. Donc je dirais que pour l'instant, on sait que le mégalithisme est au moins antérieur au XIIe siècle. Demain, de nouvelles technologies permettront peut-être de dater enfin les stèles phalliques primitives.
Mais déjà, des indices laissent penser que les peuples qui les ont érigés pratiquaient l'élevage, mais pas l'agriculture, qu'ils travaillaient la pierre, mais ne connaissaient pas le métal. En d'autres termes, ils vivaient encore comme au néolithique. Ce dernier s'est-il attardé plus longtemps qu'ailleurs sur les contreforts de la vallée du Rift? Moi, je crois qu'ils sont restés très longtemps dans l'état de chasseurs-cueilleurs, dans la mesure où ils avaient sous la main des denrées végétales, naturelles, qu'ils avaient qu'à cueillir ou à laisser pousser tranquillement. Et c'est probablement la raison pour laquelle, quand on fouille ces monuments ici, les seuls outils que l'on trouve semblent être des outils en pierre. C'est-à-dire qu'on pourrait se croire à un stade préhistorique, et il n'est pas impossible que le néolithique du sud de l'Éthiopie date du 8e, 5e siècle de notre ère. Quelles qu'en soient les raisons, isolement géographique ou contexte environnemental, ce néolithique déjà tardif ne s'est achevé dans cette région enclavée que vers le XIIIe ou le XIVe siècle. Le patrimoine mégalithique qu'il a engendré, même s'il ne garde qu'une petite part de mystère, n'a pas fini de faire rêver certains archéologues.